C'est censé être du noir derrière moi, mais comme le noir c'est l'absence de lumière, j'ai été obligé de mettre du bleu foncé. Bref. Mesdames et messieurs, c'était un sujet qui était toujours important pour moi. Et surtout, ces derniers temps où on a vu beaucoup encore et toujours de débats autour de la vaccination, où il y a des manifestations qui se font contre les passes sanitaires. À l'époque, je voulais faire des vidéos, si j'avais eu le temps, je les aurais faites, et je n'ai pas eu le temps. Et en fait, j'ai envie de lier tout ça ensemble. Vous allez un peu vite comprendre pourquoi. Nous allons aujourd'hui parler des femmes afghanes, notamment parce qu'il y a un article qui est sorti, je pense, il y a une semaine, sur la RTBF, qui fait un petit peu le point, parce qu'on n'en parle plus du tout. Hein. Bah ouais, comme d'habitude, l'actualité avance, hein. Les nouvelles s'enchaînent, et celles qui étaient importantes alors deviennent complètement inutiles, dérisoires. Et pourtant, rappelez-vous les promesses qu'avaient fait notamment nos pays différents, hein, respectifs. Non, 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 il va falloir tenir vos engagements, il va falloir promettre que vous allez devenir gentil, hein, et démocratique. J'exagère, mais franchement, on n'en était pas loin. Et aujourd'hui, on va faire le point, et vous allez vite comprendre le lien que je fais entre femmes afghanes et vaccination. Générique. Mais comme il n'y en a pas, pas de générique. Vous y attendiez pas, hein. C'est pas parce que l'heure est grave qu'on peut pas faire de l'humour, ok. euh... Tu ferais mieux de rentrer chez toi et de préparer le déjeuner. Ah, une phrase qui nous avait manqué hein, ici en Europe. Voici à quoi ressemble la vie des femmes afghanes. Le 23 novembre dernier, cela faisait exactement 100 jours que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan. Cette reprise au pouvoir est synonyme pour les femmes afghanes d'une perte de droits et de liberté. Comment le vivent-elles véritablement ? 5 d'entre elles ont envoyé des extraits de leur journal intime à la BBC. Que s'est-il passé en Afghanistan ces derniers mois ? Voici un rapide rétroacte pour bien comprendre la situation aujourd'hui. Le groupe de combattants, alors je vous lis le résumé, vous voyez ils ont fait un truc vraiment super joli, je dois dire. La RTBF, ils commencent à faire des trucs parfois un petit peu jolis, qui font plaisir, hein, voilà. Mais je vous invite à le regarder, simplement. Je vous invite à le regarder si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On en a normalement un petit peu discuté hein, sur cette chaîne quand même. Donc bon, ici on fait un récapitulatif. Le groupe de combattants islamistes des talibans a été au pouvoir, pardon, j'ai élu. La bourde a été au pouvoir en Afghanistan de 1996 à 2001. Le régime tombe dans la foulée des attentats du 11 septembre et des bombardements de la coalition internationale menée par les États-Unis et mandatée par l'ONU. Les talibans sont accusés de soutenir les terroristes d'Al-Qaïda et de cacher ses responsables, dont Oussama Ben Laden. Après leur chute, les talibans sont affaiblis mais ne disparaissent pas. Dans les années 2010, ils reconquièrent petit à petit certaines zones du pays, jusqu'à reprendre la capitale, Kaboul, ce 15 août 2021, presque 20 ans jour pour jour, après en avoir été évincés. Alors dire que ça a commencé dans les années 2010, oui ok c'est vrai, mais c'est quand même... ça s'est vachement accéléré en 2021 quoi, ça a été une remontada comme on dit dans le milieu, exceptionnelle. Allez dire à toutes les femmes de rentrer chez elles. Allez, rentrez chez vous. L'assaut de la capitale par les talibans semble peu réaliste pour Marie, prénom d'emprunt, qui fait partie de ces 5 femmes qui ont décidé d'envoyer leur récit à la BBC. Ce dimanche-là, Marie, cette ancienne militaire de l'armée afghane, s'en va, comme chaque matin, travailler dans un ministère s'attendant à une journée bien remplie. À son arrivée sur le lieu de travail, ses collègues hommes se montrent étonnés. « Vous êtes venu travailler ?» disent-ils. « Je ne pense pas que Kaboul va tomber » rétorque-t-elle. Mais à peine a-t-elle posé son sac près de son bureau que son patron la confronte. Allez dire à toutes les femmes de rentrer chez elles. Marie s'exécute, allant de pièce en pièce, disant aux employés de partir tout de suite. Mais quand son responsable lui demande de rentrer chez elle, elle refuse. Tant que mes collègues masculins restent et travaillent, je le fais aussi, dit-elle. Il faut savoir que Marie est une haute fonctionnaire avec un dossier militaire impressionnant. Finalement, son patron accepte, à contre-cœur, et elle reste travailler aux côtés de ses collègues masculins. Mais plus la journée passe, plus les informations faisant état de l'entrée des talibans à Kaboul deviennent impossibles à ignorer. Le patron de Marie décide de fermer les portes du ministère et de renvoyer tout le monde à la maison. Et n'y est plus jamais revenu. Donc vous imaginez, hein ? Vous imaginez ? Juste parce que c'est une femme.
ok? Je veux dire, est-ce qu'on peut faire plus absurde? Parce que t'as les yeux bleus, parce que, je sais pas, parce que t'as je sais même pas, il y a pas, parce que t'as des boutons, parce que t'as pas de boutons, enfin je sais pas, je sais pas. Les gens courent partout comme des poules sans tête. Être renvoyé à la maison, c'est également ce qui s'est passé pour Katera. Professeure de géographie, à l'annonce de l'assaut de Kaboul, elle est interrompue par son directeur. Tous ses élèves doivent impérativement rentrer chez eux. Elle aussi a envoyé son récit à la BBC. Voici quelques extraits. Lorsque Katera arrive à l'arrêt de bus, elle voit des gens courir dans tous les sens, transportant des bagages et des enfants. La circulation est à l'arrêt. La situation est chaotique. Tout le monde... Essar Gardanan... Ok, excusez-moi, vraiment. Je rigole parce que c'est tellement différent que j'arrive pas... Je m'attendais pas en fait, je pensais qu'ils allaient traduire direct, écrit-elle. Ce mot signifie perdu. C'est comme le jour du jugement ici, c'est le pire des cauchemars, ajoute-t-elle. La plupart des femmes attendent chez elles. Et le cauchemar ne s'arrête pas là. À la prise du pouvoir de l'Afghanistan par les talibans, de nombreuses femmes sont restées chez elles. La seule exception concerne le domaine de la santé où les travailleuses sont trop importantes pour être mises sur le côté. Le 27 août, le nouvel émirat islamique demande aux professionnels de la santé de retourner travailler. 2 semaines après la prise de pouvoir des talibans, Mahera, prénom d'emprunt, a été rappelée. Elle est médecin spécialisée en obstétrique et gynécologie, ouais, c'est ça, dans un hôpital très fréquenté d'une province du nord du pays. Alors, est-ce que vous voyez où je vais en venir avec mon fameux lien? Donc, dans un pays dictatorial, extrêmement machiste, qui fait littéralement tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, de 96 à 2001, il n'y avait pas de femmes chez les médecins. Ils s'en battaient la race, que les gens meurent plus ou moins. Je veux dire, il resterait un médecin, ils le prendraient pour leurs soldats, ils diraient les autres, démerdez-vous. Il faut pas croire, faut pas croire qu'ils font ça pour le bien du peuple. Ok? D'accord? Vraiment, les talibans, c'est pas des enfants de cœur, c'est des gens qui ont pris le pouvoir par opportunisme, qui engagent des fanatiques, donc qui font notamment de la propagande, qui détournent le cerveau de leur communauté, on va le dire comme ça, pour quand même juste avoir du pouvoir. Je veux dire, en termes de... Voilà, on parle de complot mondial et tout ça. Là, vous voyez à quel point eux voilà, c'est pas ils font pas de complot mondial. Ils sont beaucoup plus terre à terre. Ils font des trucs beaucoup plus simples. Ils prennent des enfants et ils leur disent bah tu vois la vie c'est ça. La vie c'est de croire en Dieu et de servir ces maîtres qui sont nous. Et ils leur répètent ça à un gosse et du coup quand il est grand, il est persuadé que c'est ça la réalité. Et c'est tout. Et ces gens-là n'ont aucune race. Enfin, je veux dire, la population, elle est là, c'est littéralement... c'est une dictature, quoi. Donc la population est là tant qu'elle leur sert. S'ils pouvaient faire sans la population, ils le feraient sans. Faut pas rêver. Et pourtant, ils demandent aux femmes de revenir dans les hôpitaux. Et si vous croyez que le Covid-19 n'y est pour rien, je peux vous dire que c'est que vous passez un petit peu à côté de ce qui se passe globalement dans le monde. Une situation compliquée au début pour Mahera, comme elle le fait percevoir dans ses écrits envoyés à la BBC. Le premier jour de mon retour, je portais un chadéri, une couverture de la tête aux pieds. Je tremblais en dessous, dit-elle. Mais au fil des jours, je pense que les talibans se sont habitués à nous, et je n'ai plus eu à le porter. Les talibans se sont donc habitués à la présence des femmes dans le secteur médical. Mais dans les autres secteurs, ce n'est pas encore totalement ça. Des femmes décident donc de réagir. C'est notamment le cas de Waïda, diplômée en droit. Elle explique dans son journal intime envoyé à la BBC qu'elle devait agir. Pour elle, l'arrivée de soldats talibans, patrouillant dans les rues et dictant la façon dont les gens vivent, est un acte d'injustice qui doit être combattu. Elle se demande pourquoi personne n'ose rien dire. N'ayant plus le droit de travailler, Waïda est assise sur son balcon pendant des jours. Donc aussi, ça, c'est parce qu'on parle de liberté, on parle beaucoup de liberté en ce moment, du pass sanitaire, de l'obligation vaccinale et tout, il y a des débats autour, et
voilà, je vais pas dire que tous les débats sont stupides et inutiles, loin de là. Mais je pense que c'est important aussi de voir parfois le pire. Alors ça sert pas à dire, enfin voilà, il y a toujours pire, bien sûr. Mais c'est important aussi de se rendre compte justement pour faire une échelle en fait, pour faire une échelle de à quel point nos droits sont finalement menacés ou pas. Et aussi, ce qu'il faut bien se rendre compte, hein, c'est que là, on a quand même une société démocratique qui est tombée uniquement par la violence. Donc je pense qu'il faut... C'est pour ça que ce qui se passe en Afghanistan est extrêmement intéressant parce qu'on peut constater que oui, une démocratie a des faiblesses et que si quelqu'un veut imposer son idéologie, il a qu'à fanatiser des gens, prendre les armes et on ne pourra rien y faire. On ne pourra rien y faire. Parce que le mec, il ira jusqu'au bout. Hein. S'il doit faire un bas de sang, il fera un bas de sang. Donc voilà. Alors bien sûr, aussi, il faut quand même le souligner, hein, bien sûr l'Afghanistan a quand même un système un peu plus compliqué, c'était démocratique, mais un président ultra corrompu, machin, bien sûr, donc c'était semi-démocratique, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Je pense quand même que nos démocraties occidentales sont peut-être plus robustes que cette démocratie qui avait été instaurée et qui était finalement une pseudo-démocratie faite par les Américains pour vendre que être américain c'est cool. Mais d'un autre côté, voilà, les femmes pouvaient étudier, il y avait quand même quelque chose finalement derrière tout ça. Il y avait une amélioration des conditions qui se sont directement détériorées quand des mecs sont arrivés avec des kalachnikovs et ont dit « vous nous écoutez ». Les manifestations des femmes, l'Afghanistan est blessé, protestons. L'Afghanistan est blessé, il est brisé en morceaux, pense-t-elle. Une nuit, elle appelle des amis. Protestons, écrit-elle. Le samedi 4 septembre 2021, plusieurs femmes ont manifesté pour leurs droits à Kaboul en espérant recevoir de l'aide de la part de la communauté internationale. Je crois qu'on en avait parlé. N'hésitez pas à aller voir, il y avait des vidéos sur le sujet. Les forces de sécurité ont alors décidé de les disperser, alors qu'elles n'avaient parcouru qu'une petite distance. Ils sont tellement nombreux, ils tournent autour de nous. Nous leur disons que nous manifestons pacifiquement, mais avant de nous en rendre compte, nous sommes coincés contre un mur et ils nous tirent des gaz lacrymogènes, explique Waïda. Je n'ai pas peur de ton arme. Les talibans ont annoncé le lundi 6 septembre avoir pris le contrôle complet de la vallée du Panjshir, où s'était organisée la résistance depuis la prise du pouvoir talibane. Cette fois encore, Waïda décide de protester, accompagnée de sa belle-sœur et de 6 amis hommes. Elle appelle à un cessez-le-feu. Elle rencontre alors un groupe de soldats talibans tenant des AK-47. L'un d'eux s'approche d'elle et dit d'un ton menaçant « Tu ferais mieux de rentrer chez toi et de préparer le déjeuner. Je n'ai pas peur de ton arme, je suis capable de débattre avec toi de n'importe quel sujet, et je ne rentre pas à la maison pour cuisiner, réagit Waïda. En cette fin d'été, la situation est critique en Afghanistan. Les femmes ne peuvent plus travailler, les enfants ne peuvent plus étudier. » Vous imaginez dire ça à un mec avec un gun, d'accord? Ok? Vous imaginez, hein? Parce que je veux dire, c'est même pas un mec, je veux dire, un gars qui essaye de te voler, qui peut éventuellement être, voilà, avoir, je sais pas moi, des sentiments ou des réflexions. Non, là, on parle d'un gars fanatique, avec une mitraillette, qui, s'il a envie, il la pointe sur toi et te bute, parce qu'il en a envie. Ok? Il y a quand même parfois, on dit parfois qu'il faut avoir les couilles, mais là, je pense que on peut respecter des ovaires. Hein. Une signature dans un registre et retour à la maison. Début septembre, le gouvernement accepte que les enfants de l'école primaire poursuivent leur scolarité dans des classes non mixtes. Katera, cette professeure de géographie dont on vous parlait plus haut, est appelée. Toujours dans ses notes envoyées à la BBC, elle explique qu'elle déborde d'excitation. À son retour, elle est immédiatement appelée au bureau du directeur. Toutes ses collègues sont là. On leur demande de signer le registre, puis de rentrer à la maison. L'émirat islamique d'Afghanistan empêche toujours les femmes de travailler, leur explique le directeur. Sur le chemin du retour, elle s'arrête devant la classe dans laquelle elle enseigne depuis 10 ans. Elle dit au jeune garçon qu'elle reviendra un jour, mais n'arrive pas à retenir ses larmes. Ça doit être horrible. Ça doit juste être horrible. Putain de merde. Et c'est pour ça, que je tenais vraiment à le lire, parce que ça doit, on doit parfois relativiser aussi, on doit putain de relativiser ce qui nous arrive, et bien avoir conscience les choses qui sont faites de manière arbitraire. Ici, par exemple, voilà, pourquoi ici c'est de la dictature, alors que le pass sanitaire, il y a plus de débats. Eh bien simplement parce que ici, vous voyez, les gens n'ont rien à dire. Là,
Vous voyez, elle manifeste, soit tu la fermes, soit on te bute. La raison voilà, je veux dire, vous vous rendez compte que là, il n'y a aucune raison. On ne leur justifie pas pourquoi on le fait. Il n'y a pas de raison autre que juste parce qu'on en a envie. Littéralement, hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà, parce que ici on parle, voilà... On parle du Covid comme si, justement, pour faire une dictature, il fallait parfois des explications et des excuses. Mais il faut pas croire, hein. Il faut pas croire. Les dictatures, moi je pense que c'est bien la force d'une dictature, c'est qu'elle se fait simplement en fait. On arrive simplement à une dictature. Par la peur, par le meurtre, par toutes ces choses en fait. Alors oui, ça veut dire. Alors oui, je crois qu'en fonction d'une dictature, plus elle est terrible, plus les systèmes aussi avant étaient libres, et plus la dictature va devoir se justifier quand même sur ses différentes décisions. Sinon, elle se ramasse, on va dire, un contre-coup. Mais il faut pas croire, hein, parce que le fameux point Godwin qu'on prend à chaque fois, il y a un moment donné, enfin, je sais pas si moi, quelles que soient les vieilles personnes qui m'en ont parlé, des résistants, il y en avait très peu, hein, parce que tu risquais ta vie, hein. Ta vie, celle de ta famille, celle de tes proches. C'est pas juste être courageux, être héroïque et y aller, et puis ouais, non, 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 c'est pas ça en fait. Zala a troqué ses jeans skinny contre une hijab. Les jours passent et la situation ne s'améliore que très légèrement. Zala, prénom d'emprunt, est née après l'invasion américaine en Afghanistan. Elle a étudié les sciences politiques et le droit dans une université prestigieuse. Comme elle l'écrit également à la BBC depuis la mi-août, on lui promet une évacuation. En restant sur le territoire j'arrive plus à lire. En restant sur le territoire afghan, elle a été obligée de changer son style vestimentaire pour respecter les règles du régime taliban. Cette adolescente accro à la mode a alors dû troquer ses jeans skinny, ses tuniques colorées et ses écharpes pour un hijab noir uni. Je n'avais jamais eu l'habitude de porter quelque chose comme ça, raconte-t-elle. C'est quand même autre chose qu'un bête masque, hein. Ok ? Qu'un bête masque qui en plus, je veux dire, quand on y réfléchit, hein, qui en plus a une certaine légitimité. Quand on voit, je veux dire, il n'y a pas que l'État, hein, qui dit que ça a une légitimité. On lit des experts, on voit des personnes, quels que soient les horizons en fait, hein, qui l'expliquent. Et c'est pas parce que, voilà, c'est toujours intéressant, hein, c'est évidemment, hein, c'est toujours intéressant de voir ce que disent des personnes qui ne sont pas d'accord, des personnes qui ont des contre-arguments, par exemple. C'est le propre de la science, d'ailleurs. Comme en ce moment, en Belgique, je sais que, par exemple, je crois que c'est les immunologues, non, attendez, je dis quoi? Les épistémiologues, épidémiologues, pardon, oui, je retrouvais plus le mot. Ils sont en train de débattre, ils sont pas tous d'accord. Il y en a certains qui pensent qu'on devrait durcir les mesures, et d'autres pensent que maintenant, comme ça, c'est déjà bien, et il faut pas les durcir plus. Et un débat, je veux dire, hein, et c'est bien, ça montre à quel point, enfin, pour moi, hein, ça montre que c'est sain, en fait. Parce qu'ils ne sont pas tous d'accord, ils ne sont pas tous... Il n'y a pas une vérité. Il y a plusieurs théories, il y a plusieurs plans, et c'est intéressant de voir qu'il y en a qui sont plus optimistes que d'autres. Cependant, quand il y a des gens qui sont complètement à contre-courant, il faut étudier quand même leurs argumentations, voir un petit peu ce qu'ils disent, et surtout voilà, vous savez, on a un débat, c'est un échange d'arguments. On passe d'un côté, puis de l'autre, puis de l'autre côté, puis de l'autre côté, puis de l'autre côté, et on voit les réponses de chacun, d'accord ? Et en fait, c'est là où moi je pense qu'il y a un vrai problème dans la structure, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers les contradicteurs, on va dire, de la science classique, je vais l'appeler comme ça. Ils regardent les contradicteurs, ils se disent que c'est logique, et donc du coup, ils ne croient plus en la science classique. Et ils n'écoutent plus les arguments de la science classique. Parce que la science classique, c'est tellement plus difficile d'expliquer en quoi, quand tu as étudié X années un virus, et que maintenant tu peux dire que du coup, grâce à cette évolution, etc., et de le vulgariser, hein, d'ailleurs, la vulgarisation est un métier, hein. Donc en plus de ça, le vulgariser et expliquer sans faire trop de détails pourquoi en fait il faut mettre un masque, ça va prendre beaucoup plus de temps que d'expliquer qu'en fait, un masque, d'abord, tu sais pas respirer derrière, puis voilà. Alors, en ce moment, c'est plus le pass sanitaire qui fait débat, mais encore une fois, en fait, il faut vraiment avoir conscience du cadre
Il faut avoir conscience que ce masque, par exemple, non, pardon, l'obligation vaccinale, il y a déjà, par exemple, des vaccins qui sont obligés. Et il faut avoir conscience aussi de l'apport que ça amène. Parce que des obligations dans une démocratie, il y en a tellement. Parce qu'en vrai, tu ne peux pas tuer ton voisin. En vrai, tu ne peux pas commencer à chier sur la pelouse de ton voisin. Tu ne peux pas te balader tout nu dans la rue. Tu ne peux pas. Voilà, il y a plein d'interdits en fait. Ils existent. Pourquoi? Parce qu'une société a besoin d'interdits. La liberté, en fait, c'est la fameuse réflexion sur la liberté. La liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut, en fait. C'est une erreur de penser ça. La liberté, ça va bien plus, c'est bien plus large, en fait. La liberté, c'est de permettre à chacun de vivre, en fait. Et pas seulement comme il l'entend, c'est comme il l'entend, tout en permettant aux autres de vivre comme ils l'entendent. Parce qu'il n'y a pas une seule voix. Et donc, j'invente, hein, mais il y a des gens qui voudraient qu'on porte des masques tout le temps. Faut- tout le temps, hein, même quand il n'y a pas de virus, même quand il n'y a rien. Mais est-ce que pour autant on écoute ces gens-là? Est-ce que pour autant, vous vous diriez, c'est logique, on va faire ce que eux ils veulent parce que eux le demandent? Non. C'est comme ça qu'on tombe justement dans une dictature. Il y a des compromis, en fait, il y a des accords. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs, l'obligation vaccinale fait tant débat, en fait. Parce qu'avant de l'obliger, on regarde si ça a le meilleur impact. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un gros problème d'impact et de légitimité. Mais quand on regarde comme ça, des gens qui interdisent juste pour le sexe d'une personne, n'hésitez pas vraiment à vous exprimer en commentaire. Hein. Mais moi, personnellement, à chaque fois que je lis des trucs comme ça, mais je me dis, mais waouh, quoi, ça existe. Ça existe. On se croirait dans un film, quoi. On pourrait... Allez, ça paraît inimaginable. Ça paraît vraiment inimaginable. Pourtant, ça existe. C'est fou. Et on l'a tous jamais vécu, hein. Donc, on pourrait sortir les mêmes arguments que je veux dire que des gens qui pensent que le Covid n'existe pas. Hein. Ah non, j'ai jamais vu ça, donc cet article est faux. Mais il y a tellement de choses qu'on n'a jamais vues et qui existent. On peut pas se baser juste sur ce qu'on connaît et on a vécu. Bon, cette vidéo dure déjà 22 minutes. Je vais continuer. Pauvre de vous. Des conditions qui ont très peu changé. Actuellement, les conditions pour les femmes ont très peu changé. Dans la plupart des provinces, y compris dans la capitale Kaboul, les filles restent interdites d'aller à l'école secondaire et les femmes sont toujours exclues de leur lieu de travail. Leurs postes sont toujours vacants ou occupés par des hommes. Quant aux autres, certaines ont vu leur situation s'améliorer, d'autres s'aggraver. Marie, enseignante employée du ministère, a réussi à quitter Kaboul et vit dans un endroit tenu secret. Zala, la jeune diplômée, attend toujours d'être évacuée. Elle commence à croire qu'elle ne partira peut-être jamais. Quel enfer, ça doit être horrible. Ah, ça doit être horrible. Ah, ça, vraiment, ça me tue, ça. Ça, vraiment, c'est des trucs, ça me rend triste quand je lis ça. Parce que je peux faire que ça, me mettre à la place. Être dans un régime horrible. Dans un endroit horrible. Et on t'a promis un truc. Katera, la professeure, est assise chez elle dans le froid, rêvant de retourner à l'école. Maïra, la docteure, a récemment reçu une demande en mariage d'une personne ayant des liens avec les talibans. Elle ne veut pas l'épouser. Oh, non. Oh non. Ah, l'enfer. Ah, bref. Et enfin, Waïda est déterminée à continuer d'être la voix des femmes afghanes. Eh bien, bon courage, Waïda, on est tous derrière toi, je pense. Je pense que là, franchement, hein, quel que soit votre bord politique, je pense qu'on est tous derrière Waïda. Je pense que Waïda, personnellement, quand je vois des femmes comme ça, j'ai envie de les prendre en exemple, en fait. J'ai envie de me dire, mais putain, je dois... C'est des femmes qui méritent le respect profond des personnes, de personnes, en fait, de tout le monde. Enfin, de personnes. Merde. De personnes, je veux dire, de personnes comme nous, comme de personnes respectables, je vais le dire comme ça. Hein. Alors, j'espère qu'on est respectables tous ici. Mais de personnes, en tout cas, qui ne sont pas fanatisées, qui ne sont pas complètement comme ça... je crois qu'on se rend même pas compte de la force qu'il faut avoir. C'est pas, voilà, c'est pas quand on entend des gens dire qu'ils sont courageux parce qu'ils vont faire des manifs anti-masques. Désolé, mais ça c'est pas du courage. C'est pas parce que même, je veux dire, enfin, non. Là, c'est du vrai courage. Là, on a cette femme risque sa vie. Je pense que si les anti-masques risquaient leur vie,
ça ferait longtemps qu'il ne serait plus que 2-3 à y aller, et encore. Et encore. Quand on voit rien que être blessé hein, en France par les gens, les manifestations et le nombre de gens qui sont blessés et que ce chiffre augmente chaque année et que donc, moi, hein, j'entends des gens dire moi j'ose plus aller manifester en France parce que j'ai peur d'être blessé et que du coup, rien que la peur des gens d'être blessés en manif et qu'on voit le courage qu'il faut pour aller à une manif alors que tu peux être blessé, quand tu apprends qu'il y a des femmes qui risquent leur vie pour aller manifester, mais en plus, plus largement, la vie de leur famille. Ça c'est courageux. Et ça mérite notre respect. Voilà. Est-ce que ça mériterait un hashtag respect Ouaïda? À vous de le juger. Bref, mesdames et messieurs, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, comme d'habitude. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités, tout simplement. Voilà, la bise.